Bonjour tout le monde. Ça y est, les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre sont connus et vous n'allez pas être déçus du voyage. Si vous avez découvert la chaîne récemment, restez bien jusqu'au bout, j'ai un message pour vous. Alors, l'inflation aux États-Unis. 6,2% sur un an en octobre contre 5,4% au mois de septembre. Non seulement les prix augmentent, bon ça on le sait tous, mais la hausse s'accélère. En conséquence, entre le 3 novembre et le 12 novembre, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, l'or s'est apprécié de 100 € par once, soit environ 6,7%. Du côté de l'argent, c'est encore plus marqué. Le prix a augmenté en quelques jours de 8,6%, soit presque 2 € de plus par once. Alors est-ce que ça y est, c'est parti, les prix vont monter beaucoup plus haut? Eh bien, c'est pas sûr du tout. À la fin de la vidéo, on va jeter un coup d'œil à différentes stratégies possibles. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne prétends absolument pas prédire l'avenir, mais juste tenter de comprendre avec vous les forces qui agissent en ce moment sur le cours des métaux précieux et surtout sur notre vie à tous. Et c'est bien là le plus important. Tout part de l'inflation. Pour la mesurer, il y a les chiffres officiels, mais on doit garder en tête que les chiffres réels sont certainement bien pires. Pour rappel, le logement compte pour 6% dans le panier de l'INSEE. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, le logement représente un petit peu plus que 6% des dépenses. Vous pouvez vous amuser à calculer votre propre taux d'inflation sur ce site, dont je vous mets le lien en description. Bref, faute de mieux, j'utiliserai les données officielles, qui sont déjà assez impressionnantes. Cette hausse de l'inflation, qui devient vraiment gênante même quand on a l'habitude de mentir, pourrait pousser la Banque centrale américaine à lever le pied sur les achats de dettes souveraines. Alors première parenthèse, pourquoi est-ce que le fait que la Fed ou la BCE achète de la dette d'État alimente l'inflation? Tout simplement parce que c'est fait exprès. C'est un mécanisme de lutte contre la déflation. Il faut bien comprendre que l'immense majorité de la monnaie en circulation aujourd'hui est virtuelle, créée par les banques lors d'un prêt et appelée à être détruite quand le prêt est remboursé. Donc si les gens se mettent à rembourser leur crédit plus qu'ils n'empruntent à nouveau, eh bien la masse monétaire diminue, et pas qu'un peu. Depuis 2008, il y a une pression déflationniste importante puisque les banques ne prêtent plus, ou en tout cas elles prêtent moins. Regardez cette courbe qui représente la taille du bilan des institutions financières, la cassure est très nette en 2008. Pour contrer ça, les banques centrales ont baissé les taux, et ça n'a pas suffi. Elles ont donc eu recours ensuite au quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Mais le problème, c'est que la monnaie émise a du mal à atteindre l'économie réelle. Depuis le début de la crise du Covid, les États s'endettent pour distribuer l'argent directement à la population. Par exemple, sous la forme de stimulus check aux États-Unis ou d'aide et de prise en charge du chômage partiel en France. Bon, ça a mis du temps à prendre, mais maintenant que l'inflation est lancée, eh bien si les banques centrales continuent de souffler sur les braises, ça va devenir vraiment incontrôlable. La Fed a donc annoncé son intention de diminuer progressivement ses rachats de dettes américaines. Au rythme qui a été proposé, eh bien les rachats auront complètement stoppé à l'été 2022. Alors maintenant, il y a deux options. Soit la Fed va jusqu'au bout, soit elle est arrêtée en route. C'est pas la première fois qu'il est question de lever le pied sur l'injection monétaire, mais la Fed a déjà reculé par le passé. On va voir en même temps ce que ça pourrait donner pour l'or. Deux choses pour commencer. D'une part, l'or réagit positivement à une inflation élevée, ça on vient de le voir. On annonce des chiffres et il y a un bond dans la foulée. En l'absence d'action de la part des banques centrales, donc si elles continuent à augmenter la taille de leur bilan sans limite, eh bien la hausse exponentielle de l'or et de l'argent fait peu de doute. Mais c'est pas le cas. Il est bel et bien question d'agir. Deuxième point, les marchés actions adorent l'assouplissement quantitatif. Regardez le S&P 500 depuis 2008. Une grande partie de l'argent injecté se retrouve dans cette spirale spéculative et non pas dans l'économie réelle. Allez regarder en description, je vous propose une vidéo d'une autre chaîne qui explique bien tout ça, même si c'est un petit peu compliqué à la base. Donc, le programme de réduction des achats va débuter. Le risque, c'est que les investisseurs se détournent brutalement du marché action, s'ils sentent que le robinet d'argent magique est sur le point de se fermer. C'est pour ça que la Fed prend des gants et des pincettes dans ses annonces. Une chute des actions, c'est un gros problème aux États-Unis, où les retraites de beaucoup de monde dépendent directement de la santé de la bourse. Je suis convaincu, mais c'est que mon avis, que si le S&P dévisse de 20%, la Fed fera marche arrière immédiatement. Mais imaginons que ce ne soit pas le cas, et qu'on arrive au terme du programme, si les banques centrales n'exercent plus cette pression déloyale sur le marché obligataire, eh bien ça ouvre la voie à une remontée des taux, et ce, indépendamment des taux directeurs. J'explique avec un exemple pour bien visualiser. Prenons un État qui a besoin de se financer pour faire rouler sa dette. Il propose aux investisseurs de lui prêter de l'argent à taux nul, voire négatif. Bon, c'est pas terrible comme proposition. Normalement, tout le monde devrait refuser. Sauf qu'en ce moment, il y a la Banque centrale en face, qui a le pouvoir de créer autant de monnaie qu'elle le veut. Du coup, ceux qui doivent placer l'argent
acceptent de prêter à taux négatif, car ils savent que la banque centrale rachètera tout le reste de toute façon. Ces manœuvres, ça s'appelle le contrôle de la courbe des taux. J'en parlerai peut-être un jour plus en détail. Maintenant, s'il devient évident que la Fed de la BCE ne sont plus aux côtés des États pour racheter leurs dettes à n'importe quelle condition, eh bien le rapport de force il est modifié. Sans le soutien des banques centrales, les États vont devoir proposer peut-être, je dis n'importe quoi, 1% d'intérêt pour trouver preneur lorsqu'ils émettent des obligations. Bref, si le jeu n'est plus faussé, les taux vont remonter. Alors c'est à la fois une bonne chose, on va rendre progressivement un prix à la fois au risque et au temps, mais ce serait aussi une catastrophe pour les États surendettés. Une dette immense à 0%, ça passe plutôt pas mal, mais la même à 1%, ça pique tout de suite un petit peu plus. C'est la deuxième raison qui me pousse à penser que peut-être on ne verra pas la fin de ce programme de baisse des rachats. La pression politique sur les banques centrales finira par les faire reculer. Mais si, pour une raison qui m'échappe, les taux remontent un petit peu sans que tout ne s'écroule, alors les métaux précieux devraient en souffrir, car plus de monde voudra placer son argent à 1%. L'arbitre dans ce cas-là, comme à chaque fois, ce sera l'inflation. Si elle est toujours à 6% par an ou plus, je pense que l'or continuera de s'apprécier, malgré la hausse des taux. Si elle revient à 0%, alors dans ce cas-là, le prix de l'or devrait baisser. Allez, juste avant de passer à la stratégie, je vous parle un petit peu de ce que j'ai sorti pour vous aujourd'hui. J'ai des dragons d'une once en or et en argent. Ils viennent de la Perth Mint en Australie. J'imagine qu'il est très difficile de se les procurer maintenant, car ce sont les 2021. Mais il y a un nouveau modèle qui sort tous les ans, pour ceux qui aiment bien collectionner. Je voulais aussi vous montrer mes pandas chinois. Je les trouve très jolis, mais attention avec ces pièces. Elles ne pèsent que 30 grammes, contrairement à la plupart des autres, qui pèsent une once Troy. Ça fait quand même 1,1 g de différence. Celles-ci sont en argent, mais elles existent aussi en or. Et c'est important de garder en tête cette particularité de masse au moment de l'achat, pour bien comparer les prix, surtout pour de l'or. Bon, est-ce que cette hausse du prix de l'or et de l'argent est de nature à modifier ma stratégie d'achat? Pour faire court, non, pas vraiment, si on en reste là. Bien sûr, comme j'achète régulièrement, je ne peux pas vous dire que je vais me précipiter pour acheter après une hausse de 7%. Mais si les prix se stabilisent ou redescendent un petit peu, je continuerai au rythme habituel. Et puis, le cours de l'or, de l'argent, c'est une chose, mais il ne faut pas regarder que ça, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Le plus important, finalement, c'est le prix auquel vous allez payer votre pièce ou votre lingot, et pour ça, il suffit d'aller comparer les prix en ligne. La prime, qui sera différente à chaque fois, et les frais de port auront probablement plus d'impact à court terme sur votre prix de revient que les variations du cours. Donc vous pouvez attendre que les prix se stabilisent ou redescendent, notamment si vous avez déjà du stock, ou bien si vous pensez que la hausse des prix est partie pour durer et que vous n'avez pas encore d'or ou d'argent, eh bien il est encore largement temps de faire un premier achat si vous le souhaitez. Bon, ça c'est au moment où j'enregistre ma vidéo. Évidemment, si d'ici quelques jours le prix évolue significativement, ça impactera mes achats à la hausse ou à la baisse. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Depuis quelques jours, mes vidéos sont proposées par YouTube à un public beaucoup plus large qu'avant, ce qui me fait très plaisir, et beaucoup de nouveaux abonnés nous ont rejoints. Je vous remercie, je vous souhaite à tous la bienvenue, et j'espère que vous apprécierez le contenu que je propose toutes les semaines. Allez faire un tour si vous le souhaitez en description de la vidéo. Vous y trouverez toujours les liens intéressants en rapport avec la vidéo de la semaine, ainsi que d'autres qui pourraient vous être utiles, comme par exemple celui du serveur Discord. Et maintenant, pour tout le monde, abonné ou pas, vos commentaires sont toujours lus et très appréciés, que ce soit pour dire que vous avez appris quelque chose ou pour suggérer une amélioration, une nouvelle idée. En revanche, ne mettez pas, s'il vous plaît, de liens dans vos commentaires. Le plus souvent, YouTube les considère alors comme des spams et les supprime directement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.